On est quand même dans un pays formidable. Dans notre pays, quand on a des problèmes de santé, on sort toujours la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire. Et dans notre pays, personne n'a pas pu être pris en charge pour des raisons de couverture. Et ça, j'aime quand même à le rappeler. Alors bonjour Florence Sussman, bonjour Thierry Baudet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors initialement ce débat entre les représentants des principales fédérations du secteur de l'assurance devait se tenir à Barcelone dans le cadre du Master Club organisé par le Cercle Lab. Mais pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes, nous avons décidé de reporter cette édition, mais nous nous retrouverons en Catalogne, sous le soleil, au mois de septembre 2021. Pour autant, nous avions décidé et nous avons souhaité maintenir plusieurs temps forts qui devaient avoir lieu à Barcelone. C'est le cas notamment de cet entretien, cette interview vous réunissant Florence Sussman et Thierry Baudet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir. C'est un des temps forts de la rédaction de News Assurance Pro en cette rentrée. Une rentrée particulière, inédite. Depuis le mois de mars, le pays est plongé dans une crise sanitaire et économique sans précédent. Et je me tourne vers vous, Florence. Est-ce que cette crise modifie profondément la proposition de valeur du secteur de l'assurance ? Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation et je suis ravie de retrouver Thierry. Donc écoutez, oui, ce qui paraît quand même assez évident, c'est que même si, et malheureusement on n'est pas encore sorti de la crise, on peut déjà en tirer quelques leçons. La première leçon que j'en tire, c'est le besoin très important de sécurité qui s'exprime de la part de nos concitoyens. Sécurité sanitaire d'abord, mais pas seulement. Et je voudrais quand même rappeler que, en termes de sécurité, eh bien, les assureurs ont assuré pendant cette crise. Alors, il y a un type de contrat dont on a beaucoup parlé, mais je voudrais aussi parler des contrats dont on n'a pas parlé et qui ont très très largement joué dans cette crise. Je pense évidemment aux contrats de prévoyance, mais pas seulement, tous les contrats qui couvrent les entreprises, que ce soit le contrat d'assurance annulation, l'assurance crédit, l'assurance santé également, et tout ça a largement contribué quand même à sécuriser nos concitoyens dans cette crise. Alors cette crise, elle a aussi montré qu'il y avait des besoins d'assurance, de sécurité en tout cas, qui aujourd'hui n'étaient pas vraiment couverts, et je veux penser aux conséquences économiques de catastrophes de très très grande ampleur, comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors à dessein, je dis catastrophe de très grande ampleur parce que dans la proposition qu'on a faite, qui s'appelle CATEX, on se dit que peut-être il ne faut pas être juste rétrospectif et proposer un schéma d'assurance dans un partenariat public-privé certes, mais quand même un schéma d'assurance qui se limite à couvrir ce qu'on vient de connaître, mais qu'on se dit que des événements malheureusement de cette nature ou d'une autre nature pourront survenir dans le futur, et d'où l'idée donc de réfléchir à un schéma assurantiel, mais qui se couvre les catastrophes exceptionnelles comme celles qu'on vient de vivre. Donc oui, absolument, de nouveaux besoins de sécurité, donc de nouveaux besoins d'assurance. Thierry Baudet, on parle beaucoup du monde d'après. Est-ce qu'il faut revoir les garanties? Est-ce qu'il faut proposer des nouveaux services à l'aune de ce qui vient de se passer? Je crois que le plus important, c'est ce que vient de dire Florence. S'agissant des complémentaires santé, on n'en a pas entendu parler, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tous les assureurs, nous avons répondu présents. Et puis moi, ce que j'aime aussi à rappeler s'agissant de la crise sanitaire, c'est que même s'il y a beaucoup de points à améliorer, on est quand même dans un pays formidable. Dans notre pays, quand on a des problèmes de santé, on sort toujours la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire. Et dans notre pays, personne n'a pas pu être pris en charge pour des raisons de couverture. Et ça, j'aime quand même à le rappeler. Et s'agissant des garanties, non, ce que nous souhaitons simplement, c'est jouer notre rôle, jouer pleinement notre rôle. Pendant la période, on a vu qu'à certains moments, l'assurance maladie obligatoire
a agi très rapidement, a agi, j'allais dire, pour le compte des complémentaires. Si des pandémies ou si des situations un peu exceptionnelles devaient à nouveau advenir, je crois qu'il serait préférable que et l'AMO et l'AMC puissent d'emblée chacun jouer leur partition. Justement, vous avez proposé de modifier le ticket modérateur hospitalier. Est-ce que les mutuelles sont prêtes à se désengager sur les prestations hospitalières? Non, ce que la crise a montré, c'est, contrairement à des idées reçues, c'est l'importance du reste à charge hospitalier. Pour les mutuelles, le reste à charge hospitalier, c'est devenu le premier poste de dépense des mutuelles. On n'a pas tout à fait les mêmes populations protégées. On a notamment beaucoup de personnes âgées retraitées. Et on voit que le reste à charge, finalement, il dépend aujourd'hui pas de la gravité de la pathologie, mais il dépend de la durée d'hospitalisation pour l'essentiel. Et les personnes les plus souvent hospitalisées et donc le plus longuement hospitalisées, c'est les retraités. Et ça pèse très très lourdement sur leur budget. Donc nous, on a réfléchi en se plaçant du point de vue du patient à une autre manière de calculer le reste à charge hospitalier. On aimerait pouvoir engager des réflexions autour d'une forme de forfaitisation du reste à charge hospitalier qui le déconnecterait de la durée des séjours et des motifs d'hospitalisation. Et là-dedans, naturellement, on souhaite jouer pleinement notre rôle. Et la dématérialisation en cours, les projets de tiers payants en cours permettraient en plus de rendre plus visible et plus efficace peut-être la participation des complémentaires. C'est un point de vue que vous partagez, Florence Lussmann? Écoutez, nous, on n'a pas du tout envie de sortir du secteur de la santé. Je crois qu'il y a beaucoup de malades dans cette crise. On a vu aussi que notre système de santé, d'une certaine façon, était un peu malade également. On veut aider à le reconstruire. Je crois que chacun a ses savoir-faire et je crois que les assureurs ont beaucoup de savoir-faire qui pourraient être mis à profit pour aider à faire mieux fonctionner le système de santé dans l'intérêt évidemment des patients et puis peut-être de ceux qui ne sont pas encore patients si on pense à la prévention. Mais si on reste un peu plus sur l'hôpital, les cas les plus lourds, écoutez, les assureurs via leur filiale d'assistance, ils savent se mouvoir dans tous les pays du monde. Vous leur faites confiance quand vous êtes subclaquant à l'autre bout du monde pour qu'ils vous ramènent sains et saufs en France. Ils connaissent donc parfaitement tous les systèmes de santé au monde. Moi, je me plais à rêver qu'on aille chercher les meilleures pratiques un peu partout dans le monde ou tout simplement de l'autre côté des Pyrénées. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin en Europe. Donc, il y a des bonnes expériences dont on pourrait s'inspirer. Et d'ailleurs, Martin Hirsch n'a pas dit autre chose dans l'intervention qu'il a faite à la REF du MEDEF. Donc, je crois qu'il y a une opportunité avec cette crise. Il y a le secteur hospitalier public qui, avec retard, mais quand même, s'est mis à travailler avec le secteur privé. On a tous regretté peut-être que la médecine de ville ne soit pas suffisamment associée, mais maintenant ce constat est partagé, ce diagnostic est partagé, donc il n'y a plus qu'à, et j'ai envie de dire, faisons appel à toutes les compétences, toutes les bonnes volontés, dont les assureurs, pour qu'ensemble, on sorte par le haut, et donc avec un système de santé qui soit renforcé pour le bien-être des patients et des Français en général. Alors vous l'avez dit, renforcer le système de santé. Pendant la crise, il a été beaucoup question de la perte d'exploitation sans dommage. Le gouvernement vous a demandé de réfléchir à des pistes qu'il pourrait éventuellement mettre en place. Vous en avez parlé au début de cet entretien, c'est le régime Catex. Mais depuis quelques semaines, on entend une petite musique qui commence à se faire entendre sur le régime Catex. L'équation finalement serait inextricable et il serait très compliqué à mettre en place. Alors aujourd'hui, la consultation publique s'est terminée le 10 septembre. Aujourd'hui, où en est-on de ce régime et tout simplement, est-ce qu'il verra le jour? Alors écoutez, je crois que là, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, j'ai fait une tribune pas plus tard que ce matin pour, en toute transparence, expliquer à tout le monde que ce besoin très fort d'assurance des conséquences économiques d'une crise telle que celle qu'on connaît ne sont toujours pas assurables par la seule assurance privée, parce que l'assurance, c'est la mutualisation, et que la mutualisation, ça ne marche pas quand tout le monde est touché en même temps. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que l'immense majorité des contrats, la CPR l'a dit, 93% des contrats de perte d'exploitation
excluait de façon très claire la pandémie, la fermeture administrative, etc. Pour autant, une demande très forte s'est exprimée et nous avons été évidemment très très sensibles à la détresse exprimée par les restaurateurs de façon très vocale, mais aussi par tous les autres corps de métier, que ce soit les fleuristes, les pressings, les cordonniers, etc., tous ces gens qui ont été fermés de façon extrêmement brutale du jour au lendemain et qui ont besoin d'une forme de couverture. Donc nous, on a contribué très activement aux réflexions des pouvoirs publics, on a rendu une copie mi-juin, on a essayé de s'inspirer des leçons qu'on tirait de cette crise. Les leçons qu'on en tire, nous, c'est que les entreprises qui sont les plus immédiatement touchées sont les TPE, les PME. Et pour ces TPE, les PME, il y a un besoin de trésorerie quasi immédiat. D'où notre proposition qui s'adresse donc à ce secteur et qui est une proposition forfaitaire de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de faire appel à un expert comptable, etc., et que ça prenne des semaines, des mois, et que de façon forfaitaire et très rapidement, on puisse apporter donc un bol d'air à tous ces entrepreneurs. Alors ce qu'il faut savoir, et on l'a dit, c'est que notre proposition est entièrement modulable. Elle peut s'étendre en direction d'entreprises plus importantes. Les niveaux de forfait, enfin tout est ajustable. Donc on a des briques, si vous voulez, pour constituer un système de type assurantiel, mais évidemment dans un partenariat public-privé, puisque ce que j'ai dit il y a 5 minutes est toujours vrai, c'est que le système privé, que ce soit assurance et réassurance, ne peut pas à lui seul assurer ce type de catastrophe. Les entreprises craignent un renchérissement de leurs primes et du coup elles ont des craintes vis-à-vis d'un futur régime. L'équation impossible finalement c'est entre le pas de renchérissement des primes et trouver des fonds pour pouvoir finalement indemniser en cas de crise. C'est là où c'est compliqué. Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas de miracle, si vous voulez. Si vous voulez être plus garanti, oui, il faut payer un peu plus cher. Alors on s'est attaché aussi à imaginer un système dans lequel, je dirais que la prime catastrophe exceptionnelle, elle serait comparable à ce que les gens payent déjà aujourd'hui dans le système CatNat. Et ils sont très heureux. Mais si on repart en arrière, c'est vrai que l'année, première fois, ils ont payé des primes CatNat, ils n'étaient pas contents. Et puis maintenant, au contraire, tout le monde veut s'inspirer du régime CatNat en se disant si on avait eu un régime de ce type-là dans la crise, ça aurait quand même été formidable. Donc à nous, assureurs, et puis peut-être qu'on dira des choses un peu équivalentes sur la dépendance tout à l'heure, hein, ça fait écho, mais de trouver des solutions, et des solutions qui soient abordables, parce que évidemment, si le tarif est rédhibitoire, personne ne va le prendre, il n'y aura pas de mutualisation, etc. Mais c'est possible, on en a fait la preuve, je ne dis pas que c'est exactement ce système qu'il faut mettre en place, mais en tout cas, je crois qu'on a donné toutes les briques au pouvoir public. Je crois que la consultation se termine aujourd'hui, donc je fais toute confiance au gouvernement pour dépouiller et puis ensuite faire les bonnes propositions à nos parlementaires qui trancheront in fine. Alors les discussions vont se poursuivre, hein. Vous avez appelé dans votre tribune à ce qu'elles se fassent assez rapidement pour que ce régime puisse voir le jour très rapidement. Un autre sujet de discussion qui vous occupe avec les pouvoirs publics, c'est celui de la contribution exceptionnelle ou de la taxe. En effet, vous êtes en discussion, le gouvernement souhaite avoir une discussion sur les frais de santé qui n'ont pas été réalisés pendant le confinement. On vous demande une contribution exceptionnelle d'1,5 milliard d'euros. Comment s'est passée cette rencontre avec les ministres Olivier Véran et Olivier Dussopt la semaine dernière? Je crois que nous étions particulièrement en phase et alignés sur l'analyse. Nous ne contestons pas les moindres dépenses qui ont été constatées pendant la période du confinement. Simplement, nous savons qu'on ne peut pas se contenter d'une analyse en statique et il faut se projeter dans une vision plus dynamique. Et la vision plus dynamique, elle nécessite, j'allais dire, d'apprécier je ne sais pas comment on peut appeler ça, les reports de soins, les rattrapages de soins qui ne manqueront pas de se produire. J'ajoute que comme mutualiste, on se pense acteur de santé et moi je souhaite que ces reports de soins, on les constate parce qu'on sait qu'en matière de santé, en général, plus tard, c'est plus lourd, plus grave, plus cher.
Et d'ailleurs, dès les mois de juin et juillet, on observe des premiers rattrapages sur des soins de santé importants. Hein, pour les mutuelles, c'est sur le dentaire, c'est 30%. En juin-juillet par rapport à juin-juillet de l'année précédente. Sur l'optique, c'est plus 20%. Donc il va y avoir un effet rattrapage. Tout à l'heure, Florence, dans son propos introductif, évoquait la crise sanitaire, mais aussi la crise économique. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le gouvernement qui redoute des défauts d'entreprises massifs avec des demandeurs d'emploi supplémentaires en grand nombre. Ça a des conséquences pour nos entreprises. Potentiellement, ce sont des primes que nous n'encaisserons pas et ce seront aussi des couvertures que nous devrons assurer pour les personnes qui se retrouveront privées d'emploi, ce qu'on appelle la portabilité. Alors les uns et les autres, les pouvoirs publics, nous-mêmes, à ce stade, nous faisons des projections sur ce que tout ça pourrait donner et on considère simplement qu'il est trop tôt, en quelque sorte, pour affirmer que les complémentaires santé auraient fait des gains. À une période, on parlait de 2,6 milliards. Là, vous avez évoqué le chiffre d'1,5 milliard. 2,6 milliards, 1,5 milliard, personne ne le sait véritablement. C'est trop tôt. Donc nous regrettons cette méthode. Nous, les mutualistes, nous pensons et nous avons dit que nous n'avions pas à tirer un quelconque bénéfice d'opportunité de cette crise, mais simplement, il nous semble qu'il y avait une autre méthode possible, une méthode qui soit plus transparente. On avait proposé, nous les mutualistes, par exemple, de rembourser dès à présent les sommes que l'assurance maladie obligatoire avait avancées pour notre compte. Je pense aux téléconsultations, je pense à la biologie, je pense à des sommes que l'assurance maladie obligatoire avançait pour notre compte dans le champ de l'hôpital qu'on évoquait tout à l'heure. Donc on aurait pu dès aujourd'hui, rembourser les sommes que l'assurance maladie obligatoire avait avancées pour notre compte. Et puis, on aurait pu se donner rendez-vous, j'allais dire, pour, en toute transparence, faire le bilan réel de ces reports de soins, de ces primes qui ne vont pas entrer, de cette portabilité que nous allons assumer. Ce n'est pas le choix du gouvernement, je le regrette. Ça montre que le temps du politique, une fois encore, n'est pas le temps de la transparence, n'est pas le temps de la rigueur. Puis vous savez, dans le modèle mutualiste, c'est assez simple finalement, le modèle mutualiste. On cherche année après année à faire naturellement des excédents. Ces excédents, ils visent à garantir notre solvabilité. Ils visent à investir, j'allais dire, dans l'outil pour améliorer les services, les prestations que nous rendons aux adhérents. Et le surplus, entre guillemets, quand il y a du surplus, il doit revenir aux adhérents. Eh bien, cette taxe, si la taxe se confirme, elle nous empêchera de restituer aux adhérents des sommes qui leur appartiennent. Et je trouve ça tout à fait regrettable. Concernant les sommes, est-ce que vous êtes d'accord avec les estimations qui ont été fournies par le ministère? Il parle de 2,2 milliards d'euros en 2020. Est-ce que les complémentaires vont faire 2,2 milliards d'euros d'économies en 2020? Bon, la réponse est clairement non, puisque si on le savait, il n'y aurait plus de problème pour faire les comptes des assureurs à mi-année. Il n'y a même pas la peine d'attendre la fin de l'année. Enfin, on est sur des exercices annuels. La consommation médicale, nous, on constate exactement la même chose avec un bond très, très important sur le dentaire en particulier. Bon. Nous, on a 25% d'impayés. 25% d'impayés, parce qu'il faut regarder les dépenses et les recettes. L'assurance maladie, elle regarde que les dépenses. Mais nous, on a un compte de résultats, donc on a des dépenses et des recettes. S'il y a plus de dépenses et moins de recettes, évidemment, il y a un effet ciseau. Donc c'est bien en termes de résultats qu'il faut analyser tout ça. Et c'est trop tôt. Nous, la portabilité, au niveau du marché, c'est des centaines de millions. Ça peut aller jusqu'à 1 milliard. Mais je ne peux pas vous le garantir, puisque ça dépend du nombre de chômeurs, qu'on espère évidemment le moins important possible, et de la durée du chômage avant qu'ils retrouvent une entreprise dans laquelle ils seront à nouveau couverts par le contrat collectif. Mais ce qu'il faut quand même dire au total, c'est que la France déjà a un taux de taxation sur les complémentaires santé qui est quasiment à 14%. C'est-à-dire bientôt ça va,
presque un produit de luxe, la complémentaire santé, quand l'Allemagne est à 0, parce que l'Allemagne considère, à juste titre me semble-t-il, que la santé et donc la complémentaire santé, c'est un bien de première nécessité. Et en fait, quand on regarde historiquement, en 2008, c'était inférieur à 4% le taux de taxation. Donc je crois que ce qui se passe, c'est tout simple, c'est que on n'arrivait pas à boucler le PLFSS et puis on s'est dit, bah, allez hop, une fois de plus, on va aller chercher de l'argent sur les complémentaires. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve que c'est dommage. Dommage, évidemment, sur la méthode. Dommage pour nos clients, pour nos assurés, parce qu'il n'y a pas de miracle. Nous, on n'a pas de cagnotte cachée, comme l'a très bien dit Thierry. On organise une mutualisation. Cette mutualisation, en moyenne, elle doit plutôt dégager des résultats positifs parce qu'on a des normes de solvabilité. Et donc, ça veut dire que s'il y a des surcoûts, inévitablement, à un moment ou à un autre, ça se retrouve dans les tarifs et donc c'est payé par les particuliers et par les entreprises. Et sur cette taxe, quelle forme elle va prendre? Vous parlez des taxes, on parle de contributions. On va peut-être venir sur la forme, mais moi je voudrais un peu ajouter encore une fois à ce que vient de dire Florence. Il y a quand même des paradoxes qu'il faut relever. Finalement, quand on se place du point de vue des Français, c'est moindres dépenses pendant le confinement, encore une fois, que nous avons constaté. On ne conteste pas la vision statique, encore une fois, on conteste la dynamique. Le paradoxe, c'est qu'on va demander aux Français de payer une taxe dans le système de santé pour des soins auxquels ils n'ont pas pu avoir accès. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Le gouvernement peut raconter ce qu'il veut au moment du plan de relance. Ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français et ça aura un impact sur le coût du travail des entreprises. Je rappelle que dans les contrats collectifs d'entreprise, la moitié de la prime ou de la cotisation, à minima, est payée par les entreprises. Puis moi, il y a un point quand même que je voudrais soulever, que je pense profondément problématique, c'est que ces taxes atteignent des niveaux considérables, comme l'a dit Florence. D'une certaine manière, nous sommes transformés en collecteurs d'impôts, mais je voudrais préciser que si la complémentaire santé est dans notre pays assez largement généralisée, elle n'est pas obligatoire, elle ne s'impose pas à tous les Français. Ça veut dire qu'on a pris l'habitude de faire financer une partie du système de santé par les seuls Français qui ont une complémentaire. Et ça, je trouve que ça pose un vrai problème parce qu'on est en train, me semble-t-il, de créer une véritable inégalité devant les charges publiques, une véritable inégalité devant l'impôt. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être regardé. Alors, sur la forme, est-ce que ça sera une hausse de la TSA, vous avez parlé de taxes, ou est-ce que ça prendra la forme de l'équivalent du forfait médecin traitant, de ce que vous avez compris? Écoutez, considérons peut-être pas comme définitivement acquis, hein, le PLFSS il n'est pas voté, donc on va continuer à essayer de mobiliser. Non mais attendez, enfin, à ce stade le PLFSS il n'est pas voté, donc il y a un dernier argument qu'on n'a pas produit, et c'est quand même un élément que je trouve très très important, c'est que pendant cette crise, on l'a dit, on l'a vu, et c'est bien évident et c'est normal, les garanties prévoyance des contrats collectifs d'entreprise ont été très 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 sinistrés parce que beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup d'indemnités journalières, etc. Et c'est normal, encore une fois, on n'en a pas entendu parler, ça a fonctionné, mais donc le contrat de collectif d'entreprise, il y a une partie santé, une partie prévoyance, et au global, de toute façon, il est déficitaire, parce qu'avec la prévoyance, plus le fait qu'il y a des défauts de paiement de primes, ces contrats, ils sont avec des primes qui sont payées à terme échu. Donc de toute façon, les assureurs ont payé les prestations, et après, ils prient pour que les entreprises payent les primes, mais évidemment, il va y avoir beaucoup de défauts de paiement. Donc là aussi, je veux dire, saucissonner les contrats en disant « Ah mais là, il y a un petit bout », où pendant 2 mois et demi, il y a eu des résultats bénéficiaires qu'on ne conteste pas par sous-consommation évidente, déjà, ça oublie tout le reste de l'année en santé, mais ça oublie surtout que la tarification, le contrat est un contrat global dans lequel
Il y a un ensemble de garanties. Et ça, c'est tuer l'assurance que de commencer à découper en lanières les contrats, parce que l'assurance, c'est la mutualisation, c'est un métier. Et il y a une mutualisation à l'intérieur des contrats. Il y a une mutualisation aussi entre les branches. Hein, et puis, il y a aussi une mutualisation dans le temps. Et c'est tout ça qui fait l'assurance, et c'est ce qui fait qu'on peut assurer au meilleur coût, parce que c'est en France que c'est le moins cher, à la fois la santé, mais aussi l'automobile, l'habitation, etc. Donc ne cassons pas le système. Et ce que je trouve très dangereux, c'est effectivement, voilà, par petits bouts, de commencer à dépecer finalement les contrats. Et ce point est très important. On a affaire à des interlocuteurs qui méconnaissent complètement les mécanismes de l'assurance. C'est ingérable pour nos entreprises. On est au cœur d'injonctions totalement contradictoires. On a une autorité de contrôle, la CPR. Son souci, c'est de veiller à ce que nos entreprises soient capables de tenir leurs engagements dans la durée. Et je peux vous dire, quand les compagnies d'assurance ou quand les mutuelles, elles vont rencontrer le régulateur, souvent le questionnement, il est le suivant. Vous avez, selon les cas, un portefeuille qui vieillit, vous avez une dérive de la consommation. Dites-moi comment vous allez vous y prendre pour pouvoir augmenter vos primes ou vos cotisations et ce faisant assurer votre solvabilité et garantir vos engagements dans la durée. Donc vous allez à la CPR, le discours il porte plutôt sur l'augmentation des primes et des tarifs pour tenir les engagements dans la durée. Vous sortez de la CPR, vous avez les pouvoirs publics qui vous demandent de baisser les cotisations. Tout ça n'a aucun sens et c'est vraiment une méconnaissance totale de nos mécanismes assurantiels. Parfois je me dis que heureusement qu'ils n'ont pas la responsabilité de nos entreprises parce qu'elles se retrouveraient rapidement en difficulté. On a bien compris vos arguments contre cette taxe. Vos homologues du CETIP, eux, ils disent on n'a pas pris en compte la spécificité du contrat collectif. Est-ce que vous pensez, puisque taxe il y aura, non, on ne va pas partir. Est-ce que vous pensez qu'il faut taxer tous les organismes de la même façon, étant donné qu'il y en a qui sont plus exposés à la crise que d'autres parce qu'ils ont plus de contrats collectifs? Il faut taxer personne. C'est une mauvaise solution. Voilà. C'est une mauvaise solution à un vrai sujet qui est l'équilibre des dépenses de santé dans notre pays. Alors ça, c'est un vrai sujet. Je pense que l'aborder uniquement par comment je book mon PLFSS cette année, comme d'ailleurs j'avais le problème l'année dernière et celle d'avant, c'est la mauvaise façon d'aborder la question. Donc abordons-la avec les pouvoirs publics, bien entendu, mais notre sujet, c'est évidemment l'équilibre global du système de santé dans lequel il faut intégrer la prévention, par exemple, et pas simplement avoir une vision très comptable et encore comptabilité publique, c'est-à-dire juste un petit bout, santé, mais pas prévoyance. Enfin bon, donc c'est ça qui ne va pas. Donc, il n'en faut pas taxer. Mais Thierry Baudet, sur les contrats collectifs, vous pensez qu'ils sont plus exposés à la crise que d'autres? Non, mais je suis sur la position de Florence. On ne se résout pas à la taxe et parce que ce n'est pas la solution. Et en plus, effectivement, une taxe... celles qu'on a connues jusqu'à présent, elles sont aveugles, elles sont indifférenciées, elles ne tiennent pas du tout compte de la nature des portefeuilles et ça n'a définitivement pas de sens. Très bien. On passe à un autre sujet d'actualité, parce que je vois que le temps file. Le sujet de la dépendance, un sujet qui vous tient à cœur tous les deux. FFA, comme mutualité française, vous avez proposé déjà il y a quelques mois de créer une assurance dépendance obligatoire, généralisée, pour tous les Français qui ont une complémentaire santé, afin de couvrir les risques de la perte d'autonomie. Est-ce que cette proposition a des chances d'aboutir? Quels sont les échos en ce moment sur cette proposition? Je ne sais pas ce qu'on peut dire à ce stade. Parce que, d'abord, je crois que ensemble, on se réjouit que la question de la perte d'autonomie soit à l'agenda politique, à l'agenda social. Vous savez, ça fait des années qu'on
publie et qu'on produit des rapports sur la dépendance. Enfin, on est expert maintenant en matière de connaissance du sujet. Si je prends les rapports les plus récents, je pense au rapport de Dominique Libaud, il avait montré que entre les effets de vieillissement de la population, les générations nombreuses du baby-boom qui arrivent au grand âge, entre les besoins de revalorisation des carrières, des parcours, des métiers, des gens qui interviennent dans ce secteur, entre les besoins de renforcement des taux d'encadrement, par exemple, des personnels dans les EHPAD, aux 30 milliards que notre pays consacre aujourd'hui globalement à la dépendance, il faudrait rapidement ajouter 10 milliards, et il avait dit 6 milliards assez rapidement, je crois, de mémoire, à l'horizon de 2024. Donc l'intention des pouvoirs publics, elle est généreuse. Le fait que les pouvoirs publics décident d'identifier et de flécher des financements pérennes, tout ça, c'est très généreux. Simplement, de la coupe aux lèvres, des fois, voilà. Hein, et on évoquait au mieux, avant la Covid, on évoquait, je crois, au mieux 2,6 milliards de financement public à l'horizon 2024. C'était à l'époque où je vous rappelle que la CADES allait être remboursée, qu'on avait une CRDS dont on allait réfléchir l'utilisation. Bon, on n'est plus dans ce monde-là, mais même dans le monde d'avant, on voit bien que c'était totalement insuffisant quant aux besoins à couvrir. Et effectivement, avec la FFA, on a fait une proposition d'assurance dépendance généralisée qu'on se propose d'associer au contrat de complémentaire santé à partir d'un âge à définir. Et ces cotisations prélevées seraient gérées dans un pool d'assureurs que nous constituerions, et elles permettraient immédiatement pour des personnes lourdement dépendantes de leur servir une rente qui pourrait, selon les cas, réduire le reste à charge supporté par les personnes dépendantes, on n'en parle pas souvent, ou solvabiliser, financer des services qui améliorent la qualité de vie des personnes dépendantes ou de celles et ceux qui sont des aidants. Alors, est-ce que le sujet intéresse, hein, c'était votre question. Encore une fois, avant la crise du Covid, dans l'enthousiasme général de l'extinction de la CADES, ça paraissait pas nécessaire peut-être au pouvoir public. Je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont compris que notre proposition était une proposition qui avait un vrai caractère de solidarité. Je crois pouvoir parler d'une forme de répartition provisionnée. Et je crois que les pouvoirs publics comprennent que nous pouvons apporter notre contribution à cet enjeu de société qui nous paraît majeur. Et du coup, Florence Lutzmann, comment les contrats de dépendance tels qu'on les connaît aujourd'hui pourront s'articuler avec cette 5e branche? Est-ce que vous avez déjà en tête des propositions? Non, mais là, il y a deux logiques différentes. Hein. Il y a les contrats dépendance d'aujourd'hui qui sont gérés en capitalisation, si vous voulez. Donc, en gros, vous économisez et puis voilà, le jour où malheureusement vous devenez dépendant, vous avez une prestation. On a vendu de ces contrats. Je crois qu'on arrive un petit peu à la limite des personnes qui sont intéressées, qui ont les moyens de financer ce type de couverture. Mais ce type de couverture est tout à fait approprié, ça fonctionne, mais manifestement, il y a une limite. Donc là, on a réfléchi, et je m'en réjouis, et c'est suffisamment original pour qu'on le dise, donc conjointement, deux très très grosses fédérations qui ensemble se mobilisent, parce que pour nous, c'est un des très très grands sujets, c'était déjà hier, mais c'est encore plus demain compte tenu de la démographie, et on s'est dit, cette fois-ci, il faut une logique différente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas proposer une solution qui va résoudre la question financière, hein, mais pour la génération suivante, en gros. Non, on veut une solution tout de suite, maintenant, et qui ne fasse pas appel à de l'argent public.
Vous avouerez que c'est quand même intéressant de pouvoir imaginer un tel système. Donc on met cette proposition sur la table. Nous, on a beaucoup échangé pendant l'été, à la fois avec Marianne Monchamp, la CNSA, avec Laurent Vachey, dans le cadre de son rapport de l'Inspection générale des finances. Ils ont tous les deux été très intéressés, parce que je crois que ce sont des gens responsables, qui savent que l'argent public était déjà compté avant, il est peut-être encore plus aujourd'hui, et que, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. 10 milliards. Donc, il y a des bouts de garantie, il y a des mécanismes de garantie qui, en plus, fonctionnent, parce que c'est de l'assurance, c'est sérieux, on sait comment ça marche, c'est simple à mettre en œuvre. C'est un peu comme la garantie CatNat, hop, on a rajouté ça sur tous les contrats dommages, etc. Il n'y a pas de... On ne crée pas une usine à gaz, vous voyez. Là, ça se raccroche à la complémentaire santé. Donc, ça, voilà, le prélèvement des primes, tout ça, enfin, on essaye de faire des choses les plus simples possibles pour nos concitoyens. Et en même temps, on arrive quand même à des niveaux voilà, de rente mensuelle de 400, 500 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Et nos propositions, elle a plusieurs étages. Donc il y a effectivement ce premier étage de dépendance lourde, assis sur la complémentaire santé. Et puis, comme le disait fort bien Thierry, voilà, ça diminue le reste à charge, très important. Et puis, pour ceux qui veulent peut-être plus de services, et 5 ans à diriger le plan Alzheimer, j'ai vraiment cette conviction chevillée au corps, et Thierry le sait, que oui, la dépendance, c'est un énorme problème financier, mais c'est un énorme problème concret d'articulation des services de prise en charge des personnes à leur domicile, parce que le souhait communément exprimé, c'est le maintien à domicile. Encore faut-il que tous les services soient organisés, mais c'est de l'horlogerie suisse. On n'a pas le droit de rater le portage d'un repas, on n'a pas le droit de rater une toilette pour une personne âgée à domicile. Et ça, encore une fois, les assureurs, par leur filiale d'assistance, et les assisteurs étaient avec nous pour dialoguer avec la CNSA, avec Laurent Vachey, ils ont cette capacité, effectivement, sans couture, de vous transporter de l'autre bout du monde dans un système de santé pour vous rapatrier éventuellement dans un autre pays ou carrément en France, et que vous arriviez dans un état non dégradé. Donc, ce sans couture, cette horlogerie suisse dans les services, on sait faire. Et c'est absolument crucial dans la prise en charge des personnes dépendantes. Donc c'est ce qu'on veut partager. Et là encore, apporter notre brique. Seul, on ne va pas résoudre le sujet de la dépendance. En revanche, je pense qu'on a des savoir-faire et des techniques d'assurance qui sont totalement adaptées au sujet. Vous nous interrogiez au début de l'entretien sur les nouvelles garanties ou la nouvelle chaîne de valeur. Je fais mien les propos qui viennent d'être tenus. Quand on voit tous les services à mettre en place, peut-être à un moment, certains considéraient que finalement, quand on a acheminé un virement bancaire sur le compte de notre assuré ou de notre adhérent, on en a fini avec la mission qui est la nôtre, alors qu'en réalité, on voit que ce n'est pas ça du tout le sujet. Et la dépendance en est un très bon exemple. Si je suis salarié d'une entreprise, si je suis confronté à un enfant ou un parent qui devient dépendant, bien sûr que les 500 € dont on a parlé, ils vont m'être utiles, mais ce qui va m'être utile, c'est la manière dont on va m'aider à prendre en charge la situation et à l'organiser, à y faire face, à mobiliser les aides, à organiser les services de maintien à domicile, etc. Et c'est tout ça que nous avons l'intention de faire. Et je pense vraiment que la dépendance, c'est un bon exemple qui montre que la chaîne de valeur, elle n'est pas uniquement dans le remboursement. Bien sûr, la technique assurantielle et la pratique assurantielle est très importante, mais la capacité à transformer ce flux financier en service, en accompagnement social, humain, concret, ça c'est très important. On attendra donc de connaître les périmètres de cette nouvelle branche autonomie pour voir comment vous allez vous y insérer. Autre sujet d'actualité, c'est la résiliation infra-annuelle en santé. Alors oui, c'est vrai que vous êtes gâtés en cette rentrée, parce qu'il y a bientôt, donc le 1er décembre prochain, la résiliation infra-annuelle en santé qui va entrer en vigueur. Vous avez tenté de repousser la date, mais vous n'avez pas obtenu gain de cause. Alors les discussions étaient assez intenses avec la direction de la sécurité sociale sur les questions notamment du périmètre de la loi sur un
projet de décret, il était très large, il pouvait même englober jusqu'à l'assurance scolaire. Là, sur un projet de décret plus récent, il est plus restreint, mais il y a encore des craintes sur certains contrats mixtes. Comment vous analysez justement ce dernier texte, Florence Lussmann? Bon, écoutez, moi je dirais d'abord que nous, on n'était pas demandeurs de cette disposition. On l'a connue, on a connu sa mise en œuvre en auto, en multirisque habitation. Ça n'a pas révolutionné le marché de l'assurance auto ou de l'assurance habitation. L'assurance de particuliers en France est extrêmement concurrentielle. On a en auto, en habitation, en santé, on a les tarifs les moins chers d'Europe. Donc la concurrence est là, n'est-ce pas, cher Thierry? Donc on se pique des affaires, les tarifs sont tirés vers le bas, et pas que les collectifs d'entreprises. Donc si vous voulez, très bien, on jouera dans cette cour-là. Je ne suis pas sûre que c'était absolument indispensable. Enfin, si les pouvoirs publics le pensent, peut-être ont-ils raison. Moi, j'ai passé 7 ans dans une entreprise. Vous savez, il y a des coûts qui sont toujours colossaux. C'est les budgets informatiques. Et il ne faut jamais oublier que des modifications, je dirais, telles que celles qu'on va devoir mettre en œuvre, ça a un coût astronomique. Ne serait-ce que pour l'informatique, pour revoir les contrats, les plaquettes, etc. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, ça se répercute. Si les coûts d'une assurance sont plus importants, eh ben, évidemment, un jour ou l'autre, ça se répercute sur le tarif. Voilà ce que je peux... Peut-être dire un mot, parce qu'on est d'accord sur tout avec Florence. Donc pour une fois qu'il y a peut-être un sujet où on a un point un peu de désaccord, il faut en parler. Quand Florence disait nous, on n'était pas demandeurs, nous, on était farouchement, on y était farouchement opposés. Alors comme l'a dit Florence, hein, on vit dans un monde de concurrence, les mutuelles se sont adaptées, mais très profondément, nous considérons que la résiliation infra-annuelle, elle va être défavorable à la mutualisation telle que nous la concevons en mutualité, et que ce sont les personnels les plus fragiles qui pour des raisons diverses seront moins mobiles que d'autres, qui finalement vont se retrouver entre guillemets un peu ghettoisés. Donc il nous semble que c'est une très mauvaise idée. On pense que ça ne va pas faire baisser les coûts, mais dans un premier temps, ça va plutôt les faire augmenter pour les raisons que tu évoquais, notamment sur les systèmes d'information, puis aussi sur des questions de conquête, de fidélisation. Enfin, on voit bien les coûts qui vont s'ajouter. J'observe qu'une compagnie qui a été très pro-résiliation infra-annuelle, je pense à Alan, vient d'annoncer qu'il se retirait de l'individuel parce qu'ils ont repéré ce qu'ils appellent des comportements d'opportunité, l'anti-sélection. Donc je trouve que ça n'a pas été beaucoup relevé, mais moi je voulais le souligner parce que je trouve ça quand même assez amusant. Et puis il y a un dernier point pour faire un petit peu de politique. Je ne comprends pas le gouvernement. Ça nous ramène aux discussions qu'on a avec le gouvernement, et notamment sur les sujets de cotisation, l'obsession du gouvernement sur les cotisations. Moi, j'avais cru comprendre qu'on allait régler la question des coûts, des primes, des cotisations par la concurrence libre et parfaite, la résiliation infra-annuelle. Et quand on discute avec les pouvoirs publics et qu'ils auraient la tentation, j'allais dire, d'une économie administrée sur les primes et les cotisations, je me demande s'ils croient eux-mêmes aux mesures et aux dispositifs qu'ils mettent en place. Est-ce que vous craignez de perdre des parts de marché suite à cette loi, les mutuelles? Non, on est déjà dans un monde, très concurrentiel. On l'a dit. S'agissant des mutuelles, vous en souvenez, à l'époque de l'ANI, hein, la mutualité était pour l'essentiel sur de l'adhésion individuelle. Un certain nombre d'observateurs considéraient
que la mutualité allait être grandement fragilisée. On s'est adapté. Aujourd'hui, la part du collectif est importante dans les portefeuilles globaux des mutualistes. On va s'adapter à cette nouvelle donne qui, encore une fois, ça ne nous semble pas une bonne idée, mais ce n'est pas le sujet. C'est là et donc on va s'y adapter. Très, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, pour se projeter un petit peu dans le futur, un peu plus lointain que les sujets d'actualité dont on a parlé. On a vu que les résultats semestriels avaient été compliqués sur les ratios de solvabilité, la collecte nette en assurance vie aussi est plutôt sur la pente descendante. L'activité commerciale était en berne, forcément, à cause du confinement. Comment vous anticipez le second semestre? Est-ce qu'il y aura un effet rattrapage selon vous, pour les adhérents de la FFA qui ont publié leur semestriel? Écoutez, effet rattrapage sans doute. Je veux y croire parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les commerciaux étaient à l'arrêt pendant le confinement et le temps que tout ça redémarre. On voit déjà quand même que la collecte nette est moins négative au mois de juillet que sur les mois précédents. Donc ça se redresse un petit peu. Moi, je veux dire, je vais être très honnête, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas comment les Français vont réallouer ou pas les dizaines de milliards d'épargne qui dorment aujourd'hui sur des livrets ou sur les comptes courants. Moi, ce que je dis simplement, c'est que d'un point de vue macroéconomique, vous savez, 60% des placements des assureurs sont dans les entreprises. On ne le sait pas assez, les gens nous imaginent comme, c'est vrai qu'on a beaucoup de portefeuilles d'obligations d'État, mais on a 60% dans les entreprises. Donc, s'il y a de la décollecte, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie, parce que ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il va falloir sortir de ces actifs qui sont placés dans les entreprises. Donc, je veux croire évidemment que l'activité commerciale aidant, l'assurance vie va repartir. En même temps, ce sont les Français qui le diront. Et quant à la sinistralité, on a vu que sur un certain nombre de dimensions, il y avait du rattrapage. Donc attendons de voir. Nous faisons des projections. La CPR en fait aussi. Je note comme Thierry que je dirais la teneur des messages qu'envoie la CPR, ce n'est pas tout à fait la même que celle du gouvernement, puisqu'elle elle nous dit de surtout pas distribuer de dividendes pour garder cette richesse chez nous, donc en prévision effectivement de ce qu'il adviendra ou pas. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est l'impact des taux qui toujours majeur sur les résultats de nos entreprises. Et il est clair que là, avec ce grand plan de relance européen, que par ailleurs nous approuvons totalement, mais je crois que ça sonne le glas d'une remontée des taux sur les années à venir. Et pour moi, c'est ça le gros enjeu, et l'enjeu dont j'ai envie de parler avec les pouvoirs publics en France et puis plus généralement en Europe. Moi, peut-être, je voudrais, sur ce sujet-là, évoquer un point, parce que les mutualistes m'en voudraient. Lors de notre entretien, finalement, moi, j'ai évoqué une jambe de la mutualité, parce que quand il était question de l'hospitalier, Florence évoquait à la fois l'assurance et toute la question de l'offre de soins. Il se trouve qu'en mutualité, on a 75 000 collaborateurs. Plus de 35 000 collaborateurs, la moitié sont dans des établissements de santé. Alors je sais que ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui de l'entretien, mais je voulais l'évoquer. Nous, sur l'ensemble de nos structures d'offres de soins et de services, c'est 300 à 400 millions de déficits d'exploitation. Traditionnellement, habituellement, on est sur des équilibres globaux. C'est dû à des protocoles sanitaires qu'il a fallu mettre en œuvre, qui ont généré des coûts supplémentaires. C'est dû aussi, à certains moments, à des pertes de chiffre d'affaires sur des activités qui étaient à l'arrêt. C'est important parce que c'est un tiers des fonds propres de ces mutuelles. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que lorsqu'on est sur des métiers d'assurance. Et donc, nous, c'est un enjeu majeur, la manière dont l'activité va redémarrer. C'est très important pour une partie de la mutualité centrale pour moi, qu'on n'avait pas évoquée aujourd'hui. C'est très bien de l'avoir évoqué. Merci Thierry Baudet, merci Florence Hussmann d'avoir participé à cette édition. Et à très bientôt sur News Assurance Pro.